Bien. D'habitude. Oui, en fait, les raisons d'appel à une personne de l'extérieur, l'externalisation des compétences dans des situations de transformation, a considérablement évolué dans les dernières années. Vous savez, le management de transition, ça c'est arrivé en France en venant des pays anglo-saxons au début des années 2000, et puis on a tous en tête l'image du site industriel qui ferme, et puis on fait appel à un nettoyeur, en tout cas quelqu'un de musclé pour fermer. Voilà. L'année dernière, à l'initiative de la FNMT, la Fédération nationale du management de transition, il y a une étude qui a été confiée à Xerfi pour voilà, dimensionner ce marché. Et ce qu'il en ressort, c'est que les 2/3 des missions de transition qui sont opérées aujourd'hui sont à part entière des missions de transformation qui sont muées par le besoin de se réadapter, de survivre, comme on a pu l'entendre ce soir, tout à l'heure. Il y a seulement 15% aujourd'hui de missions, on va dire, historiques. Donc c'est que ça a considérablement évolué. Et aujourd'hui, les raisons pour lesquelles on fait appel à un manager de transition, je vous disais tout à l'heure, dans des contextes urgents et importants, alors il y a des situations subies, une carence managériale subite dont on ne peut pas se passer, mais de plus en plus, c'est une volonté positive, en tout cas des donneurs d'ordre qui font appel à nous, justement de faire attention et d'anticiper, et puis de prendre en compte tout simplement le capital humain dans la transformation. Parce qu'on sait bien que finalement, une transformation, il y a une composante majeure qui est le leadership de la mission, de la transformation. On intervient au niveau de ce leadership, et les avantages qu'en tout cas on ressort, l'expérience montre que les avantages qui ressortent de l'appel à un intervenant extérieur sont, au-delà du fait d'avoir quelqu'un qui est surexpérimenté techniquement et fonctionnellement, c'est finalement aussi qu'il va pouvoir non pas se concentrer justement sur ce qu'il y a à faire en termes de dérouler hard skill, qu'il maîtrise parfaitement, mais qui va pouvoir avoir le focus sur l'aspect humain qui est souvent la clé, en tout cas, de l'initiation, du momentum à donner au départ. Alors je mixe ça avec le fait qu'il arrive de l'extérieur, donc ça donne un espèce électrochoc positif, je dirais, qui permet qu'on a un regain d'énergie, d'attention pendant 2-3 mois en général, qu'il faut pas louper. Et c'est comme ça qu'on initie la transformation, en tout cas c'est comme ça qu'on met en marche les acteurs et les collaborateurs finalement individuellement dans leur courbe de deuil pour faire passer vers l'acceptation, etc. Voilà. Traditionnellement, le manager de transition était un peu moins impliqué dans les affaires de l'entreprise, il était un peu plus libre. C'est peut-être le corollaire du fait qu'il ne restait pas une fois que la transformation était faite. Est-ce qu'aujourd'hui il reste? Mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, par le fait que le métier de management de transition est devenu une practice à part entière, on va retrouver 2 types de personnes qui le pratiquent. On va trouver des personnes qui, j'allais dire, sont entre 2 histoires plus long terme, et puis qui se disent tiens, pourquoi pas, j'ai toujours travaillé en mode projet. Et nous, en tout cas, quand on opère, on identifie qu'ils ont les soft skills pour pouvoir le faire. Et puis, il y a des managers de métier, et ces gens-là, ils ne font que ça. Ce n'est pas une méthode de recrutement. Ce n'est pas une méthode de recrutement. En tout cas, globalement, si je vous donne un chiffre, sur l'ensemble des missions qu'on opère, il y a 10-15% des missions sur lesquelles ça peut finir par un recrutement. Mais en fait, au-delà d'un recrutement, c'est d'abord la volonté d'un donneur d'ordre, la volonté aussi d'un manager. J'ai vu plusieurs cas où le manager refusait parce qu'il était bien dans son statut. Il y en a un ici dans la salle qui a opéré une mission avec Wayland. Voilà, je crois que fondamentalement ce sont des hommes libres, et c'est ça qui donne leur impact aussi. Et ce sont fondamentalement également des gens qui sont passés d'une logique de statut à une logique de contribution. Très bien. Alors la pression de la pause de networking est forte. J'essaie de parler plus fort.
Peut-être un tout dernier mot de Sébastien.